Salut. Alors, runner fin de parcours, comment dois-je m'y prendre pour que mon chaser accepte de recevoir mon amour? La question qui vaut son petit pesant d'or. Grosse question. Voilà. Alors, grosse question, vaste question, parce qu'il y a plein d'idées conflictuelles dans cette question-là, donc on va essayer de faire le ménage. Il va falloir rester accroché, parce que cette question, elle t'oblige, j'ai envie de dire, quelque part, à oublier un peu tout ce que t'as entendu sur les flammes jumelles, parce que je sais que t'as poncé les vidéos de YouTube pour répondre à cette question, et que si tu me la poses, c'est que tu les as pas trouvées. Parce que sur ce genre de sujet-là, il y a la théorie et il y a la pratique. Là, t'as les deux pieds, les deux mains et le bout du nez dans le plat de la pratique, parce que en théorie, si t'écoutes ces vidéos j'insiste, très théoriques sur la réunion, le runner, il la trouve dans une pochette surprise, quoi. Genre en mode... Et là, le runner, ambiance Chantal Goya, découvre tout l'amour qu'il ressent pour son autre et il le porte sur son cheval auprès de la personne qu'il a aimée depuis toujours. Et happy end. Sauf que, dans les faits, la pratique, parce que maman, c'est pas Chantal Goya, ok. Dans la pratique, au moment où le runner récupère justement la pleine possession de ses sentiments, il y a tout qui est en train de remonter à la surface, il a une vision beaucoup plus clairvoyante de ce qui s'est passé, de ce dont il a besoin aussi, sa vision de lui-même a évolué, il a fait énormément de travail personnel, etc. Il se rend compte qu'effectivement, en face de chaser, il fait un peu la gueule. On n'est pas vraiment ambiance pochette surprise, on est plutôt ambiance on fait la déclaration d'impôt, tu vois. Parce que en pratique, lancer une réunion quand on est runner, c'est pas un mood, c'est pas un flex hyper à attendre. Parce que les sentiments qui remontent à la surface pour le runner à ce moment-là, souvent c'est l'énergie m'oblige à aimer mon autre, c'est pas forcément mon choix le plus éclairé, c'est pas forcément ce qu'en termes de libre arbitre j'aurais souhaité. Comme si l'énergie forçait la main un petit peu, à base de il faut que tu rentres en réunion, il faut que tu ailles voir ton autre, il faut que tu ressentes tout ça, vraiment ce sentiment du... Moi j'aime bien l'image d'une forme de nappe phréatique qui est en train de remonter à la surface, parce que le développement personnel a foré la terre jusqu'à arriver à elle, et enfin ça peut remonter à la surface comme ça. Donc c'est pas un sentiment de pochette surprise, de comédie romantique, pas du tout. C'est un sentiment qui a encore une autre étape à faire dans un moment où on est déjà poncé par le parcours, on est épuisé par le parcours, on se dit putain quand c'est que ça s'arrête, quoi. Donc c'est une étape qui fait transpirer un petit peu, et qui est compliquée justement pour plusieurs éléments. Le premier élément le plus frontal, c'est que à ce moment-là, le chaser, il s'est cassé, il est parti. Et on parle pas de distance fictive, c'est-à-dire il est dans son coin, il boude. Non, il est parti dans le sens il a refait sa vie. Donc c'est-à-dire que dans une chance sur deux, il s'est remaqué, il est très ancré dans ses projets de vie, clairement il t'attend plus, quoi. C'est-à-dire que pendant tout un tas d'années, le runner avait une place dans sa vie, qu'il conservait d'ailleurs bien au chaud, hein. On mettait les petits chaussons, on mettait la petite laine, on conserve là, on met des draps bien chauds pour que quand le runner va débarquer, le lit est fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, on a jeté non pas le linge de lit et les coussins chauds, on a jeté le lit avec le meuble. Tu vois, c'est ce que le parcours chaser lui a demandé de faire, c'est de jeter la totalité du meuble, voire de la maison, pour pouvoir se donner une chance de vivre plus sereinement, avec beaucoup plus de quiétude émotionnelle. Et ce processus-là, il lui a pas forcément demandé de la colère, il lui a pas forcément demandé de la haine de l'autre, il lui a demandé du deuil. Faire le deuil du vivant. C'est quelque chose qui est profondément non naturel. On fait le deuil quand quelque chose meurt. On ne fait pas le deuil quand quelque chose continue de vivre sans nous. Tu vois. Et c'est ça qui est très problématique pour lui, dans le sens où le chaser à ce moment-là, il a l'impression qu'il arrache vraiment... En termes de sensorialité, moi j'ai vraiment eu je vais me permettre de me confier, moi j'ai vraiment eu le sentiment d'arracher, mais à ma chair, à mon ADN, quelque chose de profondément non naturel. C'est-à-dire quelque chose de profondément incohérent. On ne fait pas le deuil du vivant. Pourtant, c'est une notion de survie, c'est plus une question de libre arbitre ou de choix, c'est par survie émotionnelle, parce que si on poursuit une minute de plus en ressentant l'amour qu'on ressent pour le runner, mais en même temps que cet amour fait face à une stérilité de relation,
Parce que bien souvent, le runner, la façon, la posture qu'il a choisie à ce moment-là, c'est je t'aime, oui, mais la relation, c'est non. C'est-à-dire qu'on renvoie une stérilité profonde. C'est-à-dire ce couple n'existera pas parce que ça n'est pas un défaut de sentiment, ça n'est pas un défaut de travail, ça n'est pas un défaut de vibration parce que le cœur, dans ces moments-là, il vibre comme ça. C'est un pur choix de libre arbitre. C'est absolument inhumain, je pèse mes mots, c'est inhumain que de faire le deuil du vivant, que de faire le deuil d'un choix qui n'est pas le nôtre, parce que quand le runner choisit de ne pas rentrer en couple à ce moment-là avec son chaser, il en a parfaitement le droit, mais on parle de quelqu'un qui, dans l'écrasante majorité des cas, a aussi signifié son amour. Il y a très peu de runners qui gardent l'amour parfaitement secret. Il y en a beaucoup qui vont dire « tu es quelqu'un de majestueux dans ma vie, mais je ne veux pas de toi ». Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement incohérent. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que ça amène l'élément numéro 2. C'est que runner et chaser ne voient pas la vie, ne voient pas leur relation, ne voient pas, a fortiori, leur lien de la même manière. Ils parlent des langues qui sont différentes. Donc si tu veux rentrer en réunion, ça n'est pas trouver un compromis pour parler la même langue, c'est s'accepter tel qu'on est, en particulier en ne parlant pas la même langue. C'est vraiment ambiance couple binational, beaucoup plus que tout le monde a appris à parler français, anglais, espagnol, turc, fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est s'accepter dans nos différences. Chaque langue aura sa poésie, a sa propre sémantique, ses propres expressions, tu vois, c'est son propre patois. C'est quelque chose qu'il faut accepter de recevoir dans cet amour-là, c'est-à-dire l'autre sera forcément différent de moi, il y a des choses que je ne comprendrai pas chez lui, et c'est ok. La plus grande des différences entre runner et chaser, à mon sens, justement sur cette question-là, de parler des langues émotionnelles différentes, c'est que le chaser va associer l'amour à la présence, alors que le runner va associer l'amour au rêve. C'est-à-dire, le fait de ne pas être impliqué dans sa vie veut pas du tout dire que le runner n'aime pas son chaser. Bien au contraire, dans la façon dont les runners perçoivent leur autre, le fait qu'il existe, le chaser, j'ai envie de dire, suffit à cristalliser cet amour. Le chaser a besoin de la présence, de l'implication de son runner dans sa vie, c'est-à-dire quelqu'un d'absent et quelqu'un aussi d'absent émotionnellement. Si tu veux, c'est un peu la théorie et la pratique. Le chaser est gage justement de la pratique et le runner est gage de théorie. C'est-à-dire que le runner est très au courant de comment en théorie l'amour fonctionne. Il vit beaucoup dans ses rêves, il vit beaucoup dans ses pensées, il est très souvent hypersensible. Il y a plein de petites choses comme ça qui expliquent aussi que le runner va préférer se réfugier justement dans sa psyché plutôt que d'accéder à cette notion pratique que lui considère un peu comme une forme de torture. C'est-à-dire que la pratique, c'est brutal, c'est sauvage, c'est une perte de contrôle, une perte de maîtrise souvent, c'est prendre le risque de se faire blesser à nouveau alors qu'on est à peine soigné de ce qui vient de se passer déjà, c'est beaucoup trop de danger. Pour le chaser, la pratique, c'est le gage de quelque chose qui existe. C'est vraiment le royaume du vivant. Si on n'est pas impliqué dans la pratique, on n'appartient pas au monde des vivants et c'est absolument désastreux pour le chaser de constater l'absence criarde de son runner, parce que si le runner n'est pas dans le monde des vivants, ça veut dire que le runner n'existe plus et donc qu'il doit en faire le deuil du vivant. C'est très très compliqué. Bref, c'est de la gymnastique intellectuelle. Soit si t'es runner, tu vas pas comprendre ce que je dis sur les chasers. Si t'es chaser qui est en train de m'écouter, tu vas dire oh, de ouf, parce que justement on parle pas la même langue. Donc c'est quand on fait un processus de réunion, que ce soit côté runner comme côté chaser, peu importe, il faut s'ouvrir à ça. C'est-à-dire que va toujours falloir se percevoir l'un l'autre comme étant des êtres individuels. Moi je suis pas du tout fan, tu me suis depuis un moment, je suis pas du tout fan de la notion de noyau cosmique, on est une âme coupée en deux. Moi je pense que mon âme elle m'appartient, il y a aucun souci, je pense que celle de ma runneuse lui appartient aussi. Et je ne veux pas son âme, je ne veux pas posséder son âme, ça ne m'intéresse pas, je possède déjà la mienne, ça me donne assez de travail, tu vois ce que je veux dire. Et quand on voit dans les vies antérieures, etc., c'est vraiment organisé comme ça, c'est-à-dire l'individualité. Et là, on a juste deux individus qui cherchent un terrain d'entente, qui cherchent une forme de communion dans laquelle ils peuvent s'exprimer, ils peuvent exprimer cet amour. Cette communion se fera forcément en essayant,
d'harmoniser théorie et pratique. Pourquoi c'est le runner qu'on dit porteur de réunion? C'est-à-dire c'est lui qui doit, en fin de parcours, qui en tout cas par état de fait en fin de parcours touche cette nappe phréatique des sentiments qui lui pète à la gueule alors que son chaser est parti, c'est justement pour qu'il fasse l'expérience de cette notion du pratique et qui quelque part sorte de son univers de l'ordre de la pensée justement par souci de compromis. C'est-à-dire on va essayer de trouver un terrain d'entente. Si comment dire, toi tu parles turc et lui il parle suédois et que vous comprenez pas parce que ces deux langues ont fichtrement rien à voir en commun, vous pouvez toujours faire du mime. Tu vois, en gros c'est ça l'objectif, c'est-à-dire faut que le runner redescende de sa psyché, se confronte à la réalité de qui est son chaser, avec ses peines, avec ses doutes, avec aussi le fait que sa vie continue, que le chaser lui a les deux pieds dans la réalité. Et aussi comprendre que ça c'est pas un don qu'on fait à l'autre pour lui faire plaisir et gracieux, c'est le pendant d'une même pièce, c'est-à-dire que le chaser aussi à un moment donné a dû rentrer dans le monde du runner et il a aussi beaucoup souffert, on va dire, c'est-à-dire il a dû faire l'expérience du rêve, l'expérience de la psyché justement où l'absence de l'autre est là et du coup tout ce qu'il ne reste ça n'est que le rêve. C'est une période que les chasers naviguent dans cette période-là pendant souvent longtemps, c'est là qu'ils font leur nuit noire de l'âme, justement à essayer de comprendre cette intériorité, d'accéder à cette introspection, etc., qui est absolument le royaume du runner, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est... Chacun fait l'expérience, dans les deux cas, c'est un épisode qui est plutôt douloureux. Un runner qui rentre en réunion va le voir vivre comme quelque chose de plutôt douloureux, ne nous bilons pas. Parce que c'est douloureux pour un chaser de monter dans le rêve et d'y rester là coincé pendant un moment, dans le sens où lui, sa nature étant plutôt pragmatique, il va avoir besoin d'implication et là il n'y aura foncièrement pas d'implication, ça sera un enfer. Comme c'est un enfer pour le runner de descendre dans la pratique et de faire quelque part, de parler temporairement avec le langage du chaser. Je te raconte tout ça justement parce qu'il va être question de parler, ou en tout cas de comprendre mieux le langage du chaser, de pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là, qu'est-ce qui l'a amené à devoir faire le deuil du vivant, qu'est-ce que ça lui a coûté. Ça, ce sont des questions auxquelles tu as besoin de réponses pour pouvoir rentrer en réunion avec ton chaser, pour la simple et bonne raison que rentrer en réunion via le prisme des sentiments, du rêve et de l'amour, c'est un peu mouillé, excuse-moi de t'expliquer comme ça, parce que ton chaser, à ce moment-là, par rapport à toi, il ne nourrit plus ce genre de sentiments. Donc, tu vas dans un mur. Le chaser, lui, n'a pas fait d'amnésie émotionnelle, d'amnésie des sentiments. Il a eu les deux doigts dans la prise de son parcours à vie du début jusqu'à la fin. Et c'est justement ça qu'à un moment donné, il y a eu cette notion de survie qui est arrivée à base de si je continue 1 mètre de plus, je vais devoir en payer le tribut de ma life, quoi. C'est pas possible. Je peux pas aller plus loin, c'est trop dangereux. Et quand il sort comme ça, il sort à la conviction que son runner l'a aimé. Mais sûr de sûr, il le sait. Il sait que le chaser a l'absolue certitude que lui-même, en tant que chaser, est la personne que son runner a aimé et aimera le plus dans sa vie. Il le sait. Il n'en doute plus. Il sait aussi, est arrivé à la conclusion que du coup ça sert à rien. Aussi simple que ça. Ça n'a servi à rien. C'est-à-dire que quand on pousse le paroxysme de l'amour pour mon runner, ça n'amène à aucune conséquence à part de la fuite. Donc foncièrement ça ne sert à rien. Ça, en soi, c'est déjà un argument suffisant, large, pour faire un œil de ce type. Mais, il n'y a pas eu que ça. Il y a une autre couche qui est que il n'a pas fait d'amnésie émotionnelle, c'est-à-dire que dans vos engueulades, dans les prises de fuite, dans aussi toutes les relances qu'il y a eu à voir, que ce soit d'un côté comme de l'autre, etc., le chaser n'était pas en amnésie, j'insiste, et ça veut dire qu'il a une vision un petit peu plus clair. Je peux pas te dire qu'il est 100% fonctionnel parce que le chaser à plein d'égards a été aussi parfaitement dysfonctionnel. J'ai été parfaitement dysfonctionnel dans mon parcours aussi. Mais sans faire de comparaison, il n'y avait pas d'amnésie. C'est-à-dire que il y a une clairvoyance, on va dire, qui est là. Il y a un recul qui est plus facile à prendre pour le chaser, aussi du fait que puisqu'il a les deux pieds ancrés dans la réalité, dans le concret, dans le pragmatique, il peut plus facilement prendre
prendre du recul, ou en tout cas au moins replacer dans le contexte. C'est-à-dire que par exemple chez les runners, je te prends un exemple qui est peut-être pas le tien mais qui est assez parlant, il y a beaucoup de runners qui ont des soucis d'addiction par exemple. Le chaser va très facilement arriver à la conclusion de oui, à chaque fois on s'engueule, à chaque fois aussi on s'est beaucoup aimé, dans 90% des cas mon autre était collé au plafond en termes d'addiction, des deux j'étais peut-être dysfonctionnelle mais j'étais peut-être plus sain. Tu vois, donc il y a un truc de cet ordre-là à base de j'ai tout essayé mais je pouvais pas faire plus. Je pouvais pas faire plus parce que c'était pas mon taf que d'aller récupérer l'autre, de la décoller comme ça au plafond. Et en même temps, ce dont le runner en face qui est collé au plafond se souvient, c'est sa vision des choses alors qu'il est perché total. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que sa vision des choses est aussi biaisée, non, enfin déjà par les dysfonctionnements au même titre que son chaser, et en plus par l'addiction qui va rendre les choses beaucoup plus dramatiques, voilà. Beaucoup plus grave, avec ce sentiment que c'est très très profond, très très vite, ces ascenseurs émotionnels, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un recul, il y a un contexte du chaser qui prend du recul justement et qui se dit, là, on parle pas la même langue, on n'est pas sur la même échelle. C'est-à-dire qu'on est tous les deux dysfonctionnels, ça y a pas de souci. Chacun prend la responsabilité de ça, donc du coup quelque part j'ai envie de dire match blanc. Par contre, il y a l'amnésie du runner qui est là, non, plutôt comme ça l'amnésie du runner, là Instagram, on n'aime pas trop, bref. Il y a l'amnésie du runner qui est là, qui déforme quand même déjà pas mal de choses. Pour ceux qui sont addicts, il y a l'addiction qui vient de se rajouter un petit peu plus, tu vois. Il y a des traumas, il y a de la négligence, il y a plein de choses qui viennent de se rajouter comme ça. Et en fait, on se dit, mais il n'y a pas de sortie en fait. Donc ça renvoie une énième fois au chaser ce sentiment de stérilité, qu'il est allé au bout du processus et qu'il pouvait rien en faire. Donc souvent le chaser part, vraiment plie son parcours, il le clôture à titre intime, avec la conclusion de on a tous les deux vécu quelque chose de profondément dysfonctionnel, on a aussi tous les deux vécu quelque chose de profondément soignant, donc il y avait un intérêt à ça. Il y avait une stratégie à ça, j'ai envie de dire. Ça ne servait pas à rien. Tout a été designé, vraiment le design du parcours a été fait pour que on arrive à se soigner à titre individuel. On n'a pas réussi à titre collectif, tant pis. Tu vois, tant pis. Et en toute neutralité, vraiment, je te dis pas ça parce que je suis chaser, mais vraiment en toute neutralité, le chaser part à ce moment-là en disant j'ai vraiment tout essayé, je suis pas sûre que mon runner puisse dire la même chose. Parce que il avait aussi des enjeux personnels qui étaient plus émotionnels, plus intimes, vraiment dans le sens, genre, ça rentre dans l'ADN, quoi, ça rentre dans la chair. Ça rentre dans la chair, quoi, comme une araignée qui t'a pondu des œufs sous la peau, c'est en toi. Et que ça, le chaser, il peut fichtrement rien, le runner non plus, il peut fichtrement rien, mais c'est le sujet du runner et c'est à lui de soigner ça. Donc ça lui renvoie ce sentiment d'inutilité. Dieu que les chasers détestent se sentir inutiles. Pas ça, tu vois. Mais ça renvoie ce côté de je peux rien y faire, je peux rien y faire. Donc quand il y a un runner qui revient au contact pour rentrer en réunion parce que la nappe phréatique des sentiments a pété à la gueule et que le runner revient à base de mais je t'aime, je t'ai toujours aimé, le chaser il reste assez stoïque, je t'avoue, parce que il se dit mais ça je le sais. Mais ça n'a pas suffi avant, qu'est-ce qui va me prouver quelque part que ça va suffire maintenant? Ce à quoi le runner va répondre, mais maintenant j'en suis sûre. Ce à quoi le chaser va répondre, mais t'étais sûre avant aussi, un jour sur deux, quand t'étais pas perché au plafond. Donc c'est une expérience, si tu veux, émotionnelle que le chaser a déjà eue et qui lui a coûté... rien que t'en parler, je suis un peu larmoyante quand même, j'ai un peu genre... C'était dur quand même. Je rigole parce que j'ai un naturel, mais c'est une torture émotionnelle pour le chaser. C'est vraiment de l'ordre de la torture émotionnelle. J'insiste, le mot n'est pas trop faible. C'est une torture émotionnelle que d'être confronté à la personne qui porte, et on le voit dans les yeux, porte le plus d'amour que quelqu'un pourra jamais ressentir pour nous. Et change d'avis comme de chemise parce que sa vie va très vite aussi, parce que ses émotions vont très vite aussi, parce que son trauma va immensément vite à la vitesse de l'éclair et du coup ascenseur émotionnel lui fait changer d'avis, lui fait paniquer, etc. machin. C'est pour ça que c'est pas un gage de stabilité, encore moins de loyauté.
Et le chaser est d'autant plus réfractaire à ouvrir cette porte du romantisme et des sentiments parce que dans le deuil qu'il a dû accomplir pour sa propre survie, qui, je me permets de te répéter, émanait de quelque chose de profondément incohérent pour lui, vraiment de non naturel, c'est une torture qu'il s'est lui-même arrachée à sa propre chair pour sa propre survie. C'est vraiment de l'ordre du, tu sais, l'exercice de psychologie, t'as deux rails, un train, là t'es tout seul, là vous êtes à plusieurs, où doit partir le train, qui doit buter qui. C'est vraiment ce genre de notion de survie-là à base de, il n'y a pas de bonne méthode en fait, il n'y a pas de bonne solution. La seule chose qu'on est censé faire, c'est on essaie de survivre. Donc ça sera forcément approximatif et c'est pour ça, parce qu'il est à terre à ce moment-là, vraiment on est en train de taper sur l'ambulance, c'est parce qu'il est à terre à ce moment-là qu'il va qu'il va accepter de devenir entre guillemets incohérent et de sortir ça de lui. Sous-entendu, j'aime quelqu'un, mais il faut que j'apprenne à m'en foutre. Tu vois ? Ça, c'est très très compliqué pour le chaser. Partout sur internet, voilà, vous avez tous poncé les vidéos de YouTube. Partout sur internet, on dit oui, pour que le parcours chaser se termine, c'est la complétude. Faut être dans la gratitude du parcours, etc. Moi, personnellement, quand je suis là, tout seul dans ma salle de bain sur les chiottes, parce qu'en fait, j'ai plus aucune dignité dans ma merde à ce moment-là, je suis en train de chialer ma life. Que je me dis, faut que j'apprenne à sortir, faut que j'apprenne à m'en foutre de la personne que j'aime et qui en plus, je sais même, je suis pas dans la gratitude de ça en fait, je suis vénère, je suis en colère, d'autant plus que moi j'ai un TDAH, l'incohérence, je n'aime pas ça, enfin tu vois, genre c'est anti génétique, tu vois, je peux pas faire ça, tu vois. Donc on s'arrache ça à soi-même parce qu'il n'y a pas le choix, c'est vraiment une notion de survie. Donc il va d'autant plus récalcitrant à ouvrir ça parce que c'est dangereux. Donc quand tu dis comment faire pour que mon chaser accepte de recevoir mon amour, moi en tant que chaser et forcément en tant que thérapeute, ce que je lis c'est comment je peux faire en sorte que mon chaser réouvre cette porte parce que je le lui demande. Là ton chaser il va dire ah non 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 non, c'est moi qui décide si je réouvre ça. C'est pas toi qui revient dans ma vie, comme t'es déjà venu la première fois, qui fout le dawa parce que tu me demandes que je t'aime, etc. Non. Donc pour faire un massage cardiaque, si tu veux, aux sentiments du chaser à ce moment-là, il faut que ces sentiments fassent sens. Parce que le fait que tu viennes, là je te promets que ton chaser, il va le vivre de façon très tyrannique, c'est-à-dire tu me demandes que je t'aime, mais moi ça m'a coûté l'enfer d'arrêter de t'aimer, donc non, je vais pas faire juste ça parce que tu me le demandes. Il va le faire, je peux le faire, parce que ça fait sens. Donc faut lui donner une bonne raison qu'il le fasse. Faut pas lui donner des sentiments, faut lui donner une bonne raison de réouvrir cette porte-là, qui est de dire ça valait le coup que tu le fasses. Pas je te demande de m'aimer parce que j'ai besoin que tu m'aimes, parce que je ressens ces émotions-là, mais ça fait sens ce que tu as vécu, je le perçois, parce que le temps que tu as pris justement à faire ce deuil, à m'oublier quelque part et à me laisser cet espace-là, c'est justement ça qui m'a permis d'aller forer dans la nappe phréatique et de ressentir ces sentiments aujourd'hui. Ce forage dans la nappe phréatique, c'est quoi? C'est du développement personnel. Je ne pouvais pas t'aimer sans avoir terminé ce développement personnel. J'avais des blessures à penser. Je ne pouvais pas t'aimer en ayant ces blessures parfaitement actives. C'est une réalité aussi. Là, on parle pas de rêve qui est le langage du runner, on parle de réalité. Et ça, c'est quelque chose que le chaser peut comprendre. C'est même quelque chose qu'il va respecter parce que ça, c'est quelque chose qui fait sens pour lui. C'est quelque chose qu'il a vécu. C'est-à-dire en termes de développement personnel, il sait très bien que pour s'en sortir de cette relation aussi, de ces sentiments qu'il a ressentis, il a fallu qu'il fasse du développement personnel et qu'il se pose un certain nombre de questions et que ça a pris du temps. Donc là, quand tu lui dis ça, tu parles sa langue. Et là, tu es en train de l'accepter comme il est, tu es en train de l'accepter dans ses sentiments aussi, dans ses sentiments négatifs ou positifs, indifféremment, ces sentiments, je te prends en globalité, je t'aime en globalité aussi, avec ces périodes où, entre guillemets, tu m'as détesté, où tu as dû apprendre à me détester, et je comprends que ce sont des choses qui laissent des traces, et je te donne ce temps-là, et je te donne cette empathie-là, cette bienveillance-là aussi. Donc, très très important à ce moment-là, quand on fait les déclarations, de pas arriver de façon très mini-dictateur à base de « je t'aime », là, le romantisme, il a plus d'écho, je vous le dis.
Par contre, le côté j'ai terminé mon développement personnel et maintenant l'histoire qu'il y a eu entre toi et moi, ça fait énormément de sens. J'arrive à cette conclusion-là aussi, ce qui n'a pas été du tout le cas avant. C'est non seulement c'est honnête, ça c'est loyal, c'est de rendre aussi quelque part ce qui appartient à César, hein, c'est-à-dire tu es un pivot important dans ma vie, même si j'ai essayé de me berner, parce que le César va dire ça et moi je vais dire ça aussi, j'ai essayé de me berner que c'était pas le cas. Maintenant je me rends compte que si c'était le cas, tu vois. Et ça c'est très important de rendre à César, j'insiste, ce qui appartient à César, c'est-à-dire que le FJ est quelqu'un d'important dans la vie du runner, alors que justement pour planquer ses sentiments, un demi-milliard de fois, le runner va lui prétendre que ça n'est pas le cas, notamment avec les tierces. Les tierces, c'est un autre sujet qui saoule un peu, mais c'est pas grave. On va en parler quand même parce que c'est la réalité. Les tierces, c'est l'entité démoniaque que perçoit le chaser. C'est peut-être un peu fort, on va dire ça en rigolant, on va faire un peu d'humour, mais c'est vraiment l'antéchrist, quoi, côté chaser, parce que son runner, dont il perçoit les sentiments, qu'il perçoit aussi la fuite, dont il perçoit l'amnésie, dont il perçoit l'incapacité à rentrer en relation, qu'il la comprend certes, mais qu'il n'arrive pas à la digérer puisqu'elle ne fait pas sens pour lui, tu vois, il voit aussi son runner partir vers d'autres personnes, vers d'autres côtés sauvages, dont le chaser n'est pas dupe. Que le runner, oui. Si tu savais le nombre de fois, mais le nombre de fois par semaine, à quel point j'entends genre, Emma, je te promets, hein, de la part des chasers, j'entends ça, Emma, je te promets, je suis pas jalouse, hein, mais cette tierce-là, c'est pas possible. Genre, c'est pas possible, c'est l'antéchrist. Genre, il est démoniaque. Genre, c'est de la magie noire, c'est des énergies sombres. Mais comment mon runner peut pas s'en rendre compte? Ça, c'est aussi une réalité du chaser. C'est-à-dire que le chaser perçoit des choses intimement plus proches du runner que de lui-même, mais avec énormément de clairvoyance aussi. Donc, il n'est pas dupe. Et il y a un sentiment de comment je peux aimer quelqu'un qui se crève les yeux à ce point et qui ne sait pas faire la différence sur des choses basiques. Je me permets de parler de façon très franche parce que c'est exactement ce que ressentent les chasers. Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, je vous dis la réalité. Parce que si tu veux rentrer en réunion avec ton chaser, c'est ça qu'il y a dans sa tête. Donc, je te donne la version non censurée. Si on fait le ménage dans les tierces, en général, alors je vais faire des généralités, donc si vous avez un cas particulier, ne le prenez pas pour vous. En général, les tierces de début de parcours sont des tierces plutôt bienveillantes envers le chaser. C'est-à-dire que même si on fouille dans les vies antérieures qu'il y a pu y avoir des écueils entre la tierce et le chaser de façon directe, souvent c'était parce que à ce moment-là, le chaser était considéré comme un danger et que la tierce a essayé de protéger le runner, tu vois. Donc c'était plutôt une forme de protection un peu mal placée, un peu comment dire, maman loup ou papa loup, tu vois, comme ça, mais c'était pas vraiment de la malveillance. Souvent ce sont des personnes qui sont là pour pousser justement le runner vers sa flamme jumelle, pas forcément pour générer la relation avec lui, on a très bien compris, mais plutôt pour pousser tous les éléments qu'il faut soigner, c'est-à-dire réactiver tous les traumas, réactiver tous les sujets importants que le runner devra soigner pour rentrer en réunion à terme, tu vois ce que je veux dire. Donc plutôt une forme de maître à souffrir. À souffrir malgré lui. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose de conscient qu'ils choisissent de faire. J'ai pas le sentiment que ce soit de l'énergie profondément malveillante, mais plutôt il faut bien que quelqu'un se dévoue pour mettre en lumière les choses qui sont traumatiques et qu'il va falloir soigner. Si on n'en parle pas à un moment donné, c'est-à-dire si on réactive pas le trauma d'une manière à un moment donné pour qu'il remonte à la conscience du runner qui se dit j'ai un souci par rapport à ça, ça ne se passera pas. Et ça va toujours végéter dans les incarnations, dans son travail personnel, dans un biais qu'il aura socialement, amoureusement, etc. Donc il faut que ça remonte à la surface. Et souvent cette personne, elle émane aussi de la famille d'âme, elle émane des vies antérieures. C'est quelqu'un qui a déjà joué une part, importante dans les incarnations précédentes. C'est quelqu'un aussi avec qui on se réincarne souvent et qui du coup on porte une forme de loyauté envers lui, tu vois. Donc c'est plutôt une forme de bénévole qui se dévoue pour faire le sale job. C'est plutôt comme ça. En revanche, plus tu t'enfonces dans le parcours de flamme jumelle, moins les tierces sont chill, à mon sens. Il y a peu de tierces de runners de fin de parcours qui sont vraiment profondément positifs pour leur autre. Ça peut arriver, comme je dis, je fais des généralités. Si vous êtes un cas particulier,
grand bien vous fasse. Dans les généralités, souvent quand on s'enfonce dans le parcours FJ, plus on s'obstine quelque part à pas vouloir rentrer en réunion et faire ce travail de se comprendre mutuellement, de s'accepter tel qu'on est dans nos différences en comprenant qu'on est complémentaires et non pas identiques. Enfin tu vois, tout ce travail-là qu'on vient d'expliquer. La tierce, si tu veux, de fin de parcours va plutôt venir cristalliser justement le fait que tu n'auras plus le choix. Donc on va monter en termes de toxicité, pas forcément en termes de maltraitance ou de négligence envers le runner, j'ai presque envie de dire le contraire, ambiance Dorian Gray. C'est-à-dire que dans tout ce processus, le runner il aura quand même affiné ce qu'il souhaite pour lui, mais ce qu'il souhaite pour lui, il y a aussi des petits soucis de vœux karmiques, des trucs comme ça qui restent comme ça un petit peu en suspens et qui continuent d'influer dans ses choix. Et donc souvent, plus tu pousses dans le parcours comme ça, plus la tierce va matcher tout ce que le runner recherche. Donc le runner va avoir ce sentiment de vraiment avoir trouvé quelqu'un d'incroyable, etc. Alors que en termes énergétiques, c'est pas les personnes les plus bienveillantes de la Terre. Donc là, à ce moment-là, si tu veux, ce sont des tierces qui ne sont pas des bénévoles comme les premières, ce sont plutôt des personnes qui viennent payer leurs dettes. C'est-à-dire que dans la volonté du runner de vider aussi ses incarnations, ses vœux problématiques, etc., il y a ce côté de faut archiver ce qui est problématique. Donc on te ramène les personnes en question. Donc pourquoi je dis que c'est le syndrome Dorian Gray, c'est comme le portrait de Dorian Gray, le bouquin, c'est-à-dire on va maintenir une apparence, ce sont des tierces qui d'apparence vont être absolument merveilleuses, une douceur pas possible, une bienveillance, ça match, etc. Mais d'un point de vue énergétique, comme le portrait de Dorian Gray qui est enfermé dans sa cave ou dans son je sais plus trop quoi là, ça décrépit, c'est dégueulasse parce que ce sont des personnes qui viennent payer une dette. À ce moment-là, le runner confond l'amour qui émane de quelqu'un qui vient s'acquitter de sa dette versus quelqu'un qui vibre l'amour vraiment, son chaser. C'est ce que je veux dire. La nature des sentiments du chaser envers son runner, ils viennent piocher vraiment dans l'amour absolu, dans l'amour inconditionnel, l'amour dans le sens large. Cette tierce de fin de parcours, elle va piocher dans de la dette. Rien d'autre. Ça, pourquoi je te dis ça, c'est parce que quand on ouvre les incarnations de cette fameuse tierce, quand je reçois par exemple un chaser en consultation qui ne comprend pas pourquoi il cristallise autant de jalousie et de haine pour une tierce qui lui a fichtrement rien fait et qui sur le papier est plutôt positive pour son runner, et surtout qui fait la comparaison, c'est-à-dire la tierce d'avant, j'avais aucun problème avec, je me la suis tapée pendant 4 ans, pourquoi la tierce d'après, elle me pose un problème comme ça, je comprends pas. Tu vois, donc c'est ce sentiment que le chaser a là, c'est ça qui le rend clairvoyant. C'est une intuition profonde où il se dit, là, il y a un souci. Et s'il y a un chaser qui déteste une tierce en particulier et qui n'a pas de problème de jalousie, je peux vous promettre, mais je vous mets un billet sur la table, que quand tu ouvres les incarnations derrière, c'est dégueulasse. Le mec ou la nana peut être une tierce, mais vraiment, tu donnerais le bonheur sans confession à un enfant de cœur. Dans les incarnations précédentes, c'est un tueur en série, je te le dis. Donc quand j'ai des chasers en consulte et que je leur dis « Ah non, mais c'est normal que tu détestes la gonze de ton runner ou que tu détestes le mec de ta runneuse. Parce que en fait, dans la vie d'avant, il a buté ta runneuse, il a fait ceci, il a fait cela, c'était un tueur à gages, c'était ton proxénète, c'était machin, etc. » Là, le chaser, à ce moment-là, il fait « Ok, oh putain, ça me soulage, putain. » Parce que je pensais que c'était moi le problème. Genre, pourquoi j'ai une jalousie qui est coincée comme ça? Non, en fait, c'est lui le problème. Genre, c'est juste que je suis au courant et ma runneuse non, ou mon runner non. Exactement. Et donc, je te raconte tout ça parce que dans la conversation de réunion avec Mr. Chaser, il va falloir lui dire « Maintenant, je vois pareil que toi. » Clairement, je me suis fourvoyée. Va falloir venir rassurer, non pas que tu n'as jamais voulu que le chaser ou que vraiment tu t'es trompé avec les tierces. Non. Ton parcours, c'est ton parcours. Il t'appartient. Cette tierce, elle a payé sa dette. C'est-à-dire qu'elle est venue avec un truc dont tu avais besoin. Elle a forcément donné des choses positives à ta vie. Faut juste reconnaître que son rôle, il était temporaire. Il a juste payé ou elle a juste payé sa dette. Rien de plus. Et que du coup, ça tu l'as bien compris, et il faut passer à la suite. Donc ça c'est un truc qu'il va falloir venir rassurer ton chaser, parce que là-dessus ça va être un gros suspense, c'est-à-dire il va
il va se demander s'il peut vraiment faire confiance à ta vision. Et c'est important que tu le rassures là-dessus parce qu'il t'a vu, entre guillemets, te fourvoyer souvent. Et parce qu'il t'a vu te fourvoyer, il n'y a absolument rien qui lui garantit que tu vas pas te fourvoyer à nouveau dans le futur. C'est-à-dire comme si dans n'importe quel couple, parce que rentrer en réunion, ça veut pas dire un couple dans lequel il se passe plus rien, où il n'y a plus d'engueulade, où il n'y a plus rien. Non, vous allez être un couple comme tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. C'est ça l'objectif. C'est pas de devenir... Je sais qu'il y a certaines chaînes qui vous balancent le truc, genre le couple sacré, ultra connecté comme ça. Moi, je pense sincèrement que vous devenez monsieur, madame, tout le monde. On sait que les couples en réunion, ils déconnectent Facebook, Instagram, YouTube et tout ça à la vitesse de la lumière et ils vivent une vie putain de normale et ils veulent plus en entendre parler de ces conneries de couples sacrés. Ils veulent juste vivre tranquille. C'est un gros red flag, les personnes qui sont en couple sacré sur Internet à base de t'as vu, on est trop connectés. Gros red flag, ce truc, gros red flag. Je sais pas vous, hein. Moi perso, mon parcours, je le finis, ma reneuse, elle revient. Je l'exhibe pas sur les réseaux. On fait quoi d'autre? Moi, je vais aller acheter des plantes à truffaut. Tu viens avec moi, on va refaire un jardin. On va se détendre. Je veux plus jamais entendre parler de conneries d'FJ entre nous. Tu vois, c'est genre, il y a plus de renard, il y a de chaser. Je veux que la meuf qui m'aime soit ma meuf et je veux que la meuf que j'aime soit ma meuf. Et pour toi, tu transposes en termes hétérosexuels. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Les flammes jumelles, elles déguerpissent très très loin quand elles ont fini leur truc et qu'elles sont rentrées vraiment en réunion, tu vois. Donc c'est bamos. Donc là, il y a ce sentiment de... Faut vraiment que tu donnes à ton autre le sentiment que t'as archivé ces conneries-là et que maintenant tu vois les choses claires et que tu veux vraiment passer à la suite. Là, on arrête de patauger dans le petit bassin à la piscine, on veut vraiment aller dans la vraie vie, c'est-à-dire quand on aime quelqu'un, on y va et on s'aime et on se pose plus la question, quoi. Et ça sera un couple comme n'importe quel couple qui aura, des engueulades parfois, qui aura des désaccords parfois, qui aura aussi des grands moments d'amour, une belle sexualité, tout ce que tu veux. Mais que la vie qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire un runner qui à ce moment-là est un peu frustré parce que y a eu un désaccord avec son chaser qui est plus son chaser, juste son mec, sa meuf, quoi, tu vois, qu'il y a eu un désaccord comme n'importe quel couple, et ça sera plus suffisant pour lui générer une attaque de panique totale qui le pousse à fuir et donc aller se chercher une tierce pour se soigner derrière. Et donc aller chercher quelqu'un dans son passé énergétique avec qui il a encore une dette et que comme il aura besoin de quelqu'un, d'une aide, au final c'est une forme de béquille les tierces, qu'il aura besoin d'une béquille énergétique pour aller soigner une énième fois un truc, donc du coup on va une énième fois aller choisir quelqu'un qui aura une dette envers lui, qui voudra bien en termes de bénévolat refiler la béquille ou solder une dette, tu vois. C'est sortir de cette complexité là, c'est hyper important de se dire à ce moment là en tant que couple, genre on est passé à autre chose, clairement on est passé à autre chose. S'il y a un problème demain, ça se passera différemment, on se perçoit plus le vivre comme ça. Donc c'est important à ce moment-là de valoriser vraiment l'aspect complémentaire runner-chaser, c'est-à-dire les deux faces d'une même pièce, notamment à travers le prisme de la confiance, c'est-à-dire le runner doit pouvoir faire confiance en son chaser qui dit si le chaser sent que tel truc ou telle personne ça s'en roussit, je dois lui faire confiance, même si ça échappe à ce que moi j'en comprends. C'est juste que j'en comprends surtout que mon chaser a les deux pieds ancrés dans la réalité et que s'il me dit que ça pue, c'est que ça pue. Voilà. Et que moi j'ai les deux pieds ancrés dans le rêve et que moi mes capacités sont ailleurs parce que le runner a aussi énormément à rapporter à un chaser. Le chaser il en a jamais douté. Lui son problème c'est pas qu'il en doutait, son problème c'est qu'il patientait la vie entière. Genre comme la scène au début du Titanic, vous savez, genre ça fait 84 ans. Un truc comme ça. C'est l'impatience le problème du chaser à ce moment-là, parce que la grande capacité du runner, c'est justement le rêve, faire rêver ce couple, le garder joyeux. Le garder très unique, très libre, en termes de sexualité aussi. Les runners portent une charge monumentale là-dessus, c'est-à-dire on connecte à la Kundalini tellement facilement avec son runner, enfin tu vois, c'est des choses comme ça apporte un supplément d'âme que, je peux pas dire que le chaser n'a pas, mais ce moment où il faut se rappeler que la vie n'est pas que du travail entre guillemets, c'est aussi parfois des vacances et qu'on a le droit de partir au pays des rêves et se prendre pour Peter Pan quelque temps, le temps de rêver et de s'aimer un petit peu plus et de dynamiser cette énergie hyper solaire, etc. Donc
pour vivre heureux, et je pense sincèrement pour vivre dans la quiétude profonde à titre individuel, on a besoin des deux et les deux se complètent. On ne peut pas se suffire, les chasers ne peuvent pas se suffire d'une existence parfaitement mécanique dans laquelle tout est cohérence absolument, ça n'est pas possible. Comme les runners ne peuvent pas se suffire du rêve, il faut payer des impôts et vous faites caca. Donc voilà, cette discussion de réunion, c'est pas une contrainte qu'il faut faire absorber à ton chaser, c'est-à-dire là quand tu me dis par exemple accepter de recevoir mon amour, c'est comment je peux le contraindre à m'aimer, tu vois, c'est souffrant quand même, c'est souffrant comme en tout cas comme sémantique. Cette discussion-là, cette discussion qui est lumineuse et qui est importante pour vous, qui est fondatrice aussi pour la suite, c'est une discussion de comment on peut s'entraider. Il faut que ça fasse sens entre nous, c'est un exercice de toi pour entrer dans son monde à lui, plutôt mécanique, tu vois, plutôt stoïque, plutôt ferme, à base de j'ai plein de choses que tu me connais à t'apporter, j'ai déjà ce rêve, j'ai déjà cet amour, tout ça t'es au courant. Voilà ce que j'ai découvert de moi, qui rentre dans ton monde aujourd'hui et qui me fait me projeter avec toi, qui me fait me projeter dans quelque chose de beau, de constructif, de doux, de vraiment de tendre. Et j'ai envie qu'on en discute parce que avant ça n'était pas possible, ça l'est maintenant, tu vois. Donc c'est plutôt passer par la case vraiment philosophie, lui montrer à quel point il a intérêt d'avoir cette conversation avec toi parce que tu lui prouves, tu lui montres cette volonté de ta part de rentrer dans son monde un petit peu plus mécanique que le tien et quelque part la preuve entre guillemets d'amour dont il a besoin. Il n'est pas question de se prouver quoi que ce soit et de se donner des preuves d'amour parfaitement fictives qui font pas sens pour toi. C'est juste de dire, avant je voyais pas, maintenant je vois, t'es le premier concerné, c'est quand même con que tu sois pas au courant. Donc ne parlons pas de sentiments tout de suite parce que je comprends que c'est quelque chose qui est souffrant pour toi. Je comprends que ça te fait réouvrir des dossiers qui ont été très compliqués à gérer à titre personnel pour toi. Donc je vais pas t'amener là. Mais je trouve ça vraiment con qu'on n'ait pas cette conversation parce qu'on est tous les deux quand même les premiers concernés. Donc c'est ce sentiment de passer d'abord par la case philosophie. Et ça c'est vraiment une tendresse que tu donnes à ton chaser, de lui redonner sa place. Je veux dire, c'est un point central dans ta vie. C'est en termes d'amour, la façon dont tu te projettes, c'est avec lui, pas plutôt avec lui ou peut-être avec lui, c'est avec lui. Et ce sont des discussions qu'il faut avoir parce qu'elles sont importantes. Voilà. Pas forcément, aime-moi s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est litigieux. Les sentiments sont litigieux. Moi, la mienne, elle m'écrit demain, genre, Emma, je t'aime. Je fais genre... Tu vois, elle me dit, Emma, est-ce que je peux venir te voir demain? Je fais, on peut déjà plus discuter. Tu vois. Donc, on y va piano, on se bile pas, on reste philosophique, on mentalise pas trop et on est le plus sincère possible et ça va bien se passer, on y croit.